Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour cette... Allô? On est en direct. La vidéo est startée. C'est parti. Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être... bien... Ok, on est prêt. Bonsoir à toutes et à tous une nouvelle fois. Merci d'être présents pour cette nouvelle édition de Fuck Up Night. Aujourd'hui, on a le plaisir de vous accueillir dans nos bureaux, ici, chez ton équipier. Voilà, pour cette nouvelle édition, on va avoir donc 3 nouveaux conférenciers qui vont venir nous partager leur échec, leur expérience, parce que c'est avant tout une expérience entrepreneuriale qui vont venir vous partager. Et avant de commencer, je voudrais inviter donc Louis-Félix à me rejoindre. Il va vous présenter un petit peu le mouvement Fuck Up Night. Et tout de suite, Louis-Félix. Merci, merci Arthur, merci. Bonjour tout le monde. Alors, Louis-Félix Binette, je suis cofondateur de Fuck Up Nights Montréal. Ça fait 5 ans maintenant qu'on tient des événements. Vous le voyez dans l'événement, c'est notre 29e événement Fuck Up Nights. Donc, faites le multiple x 3, ça fait à peu près presque une centaine d'entrepreneurs qui sont venus parler de leurs histoires d'échecs. Fuck Up Nights Montréal fait partie d'un réseau mondial de Fuck Up Nights, d'événements comme ça qui ont lieu partout dans le monde, qui ont continué d'avoir lieu pendant la pandémie, fondés par des amis de notre cofondatrice Nathalie Rivière au Mexique, des entrepreneurs qui se rencontraient, prenaient une bière, puis se racontaient un peu l'histoire d'échecs, puis trouvaient dans ça une forme de catharsis pour continuer leurs aventures entrepreneuriales. Puis ils se sont dit, mais il me semble que ça pourrait faire du bien à d'autres entrepreneurs qu'à nous. Donc, c'est comme ça qu'est né le mouvement Fuck Up Nights, qui est vraiment un mouvement communautaire pour dédramatiser l'échec, pour apprendre de l'échec, pour se donner le courage d'entreprendre toujours plus, d'aller toujours plus loin, puis prendre plus de risques. Donc, très content d'être ici ce soir, notamment en ma capacité de directeur général du Mouvement des accélérateurs d'innovation du Québec. On travaille à l'échelle du Québec avec les acteurs un peu partout qui soutiennent les startups, que ce soit des accélérateurs, incubateurs, organismes de développement économique ou des entreprises comme ton équipier qui travaillent à aider des startups. Donc, on est très fiers de s'associer le mouvement à cette série, si on veut, spéciale de Fuck Up Nights Montréal, qui met en scène des entrepreneurs startups qui viennent nous partager leurs échecs. On pense qu'il y a beaucoup à apprendre là-dedans. Dans l'univers startup, évidemment, on s'attend à ce qu'il y ait beaucoup d'échecs. Raison de plus pour qu'on en parle ouvertement et on fasse comprendre aux gens que c'est pas un échec en soi d'échouer, c'est vraiment juste une autre étape vers le succès. Donc voilà, je suis content d'être là, content d'avoir les entrepreneurs qu'on entend. Arthur, je te repasse la parole. Merci beaucoup, Louis-Félix. Sans plus attendre, on va commencer donc avec la présentation tout simplement de nos 3 conférenciers qui sont là aujourd'hui. Donc on va avoir Lindsay qui va nous raconter son histoire avec Galéa. On va avoir ensuite Bolico qui est à présent chez Square et qui va nous raconter son expérience également. Et on terminera par Thibaut qui lui nous vient de Polytechnique et qui nous racontera sa première expérience aussi entrepreneuriale. Donc Lindsay, je t'invite à monter sur le stage et à commencer. Bonsoir. Donc, je suis ici aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui m'intéresse vraiment beaucoup parce que j'ai un bac en psychologie avant de devenir entrepreneur. Et je trouve que la culture d'entreprise est vraiment un volet très intéressant qui me tient vraiment à cœur. Je suis devenue entrepreneur moi-même pour justement m'émanciper et atteindre cette actualisation de soi que j'aimerais que mon équipe ait également. Puis c'est vraiment la culture que je veux propager dans mon entreprise, mon équipe. Alors, oui, donc aujourd'hui, je suis là pour vous parler de la culture d'entreprise en contexte de croissance accélérée à travers l'histoire de ce qu'on a vécu dans les derniers mois chez Galéa. Je vais juste prendre une petite note. Donc, pour commencer, qui est Galéa? Donc, on est la plus grande galerie d'art en ligne au Canada et réseau d'exposition dans le quotidien du public, tels des cafés, restaurants, hôtels et bien plus. Et on fait également beaucoup de projets en partenariat culturel avec les entreprises pour créer du contenu artistique
qui soit à leur image. Donc, c'est l'ensemble de ce qu'on fait, mais le tout se fait géré par la plateforme web, qui est une galerie en ligne, mais aussi une plateforme de gestion des expositions. Donc, dans la dernière année, on a aujourd'hui 8000 artistes sur la plateforme. Donc, on a grandi de 500 à 8000 artistes, représentant plus de 40 000 œuvres, et aujourd'hui dans 37 pays. Donc, on a conclu notre première ronde de financement également de 1,5 million de $. Il y a beaucoup de traction organique. Vous devriez nous voir un peu partout. Et on a des projets entrants qui sont en continu. Au lieu de maintenant, on a passé du stade d'aller chercher les projets à en fait recevoir des demandes de projets. La croissance, elle va bien. On a l'impression d'être de constamment être dans les airs avec l'image que vous voyez là. Et notre équipe également, on est passé de 10 à 25 personnes à l'intérieur d'un an. Donc, est-ce que mon ton de voix vous m'entendez bien? Parfait. Ce qui veut dire que, le conte de fées, on a une équipe de feu, une gestion de feu, la culture d'entreprise de feu, croissance continue de feu, donc des gens motivés, des gens passionnés qui croient vraiment en notre mission. Et à chaque jour, on n'en revient pas à quel point notre idée en tant que cofondateur a pu se propager et on a pu bâtir cette famille de gens qui croient vraiment à ce qu'on fait. Donc, on a vraiment le vent dans les voiles et on pense qu'on a vraiment trouvé le côté humain qui vient rejoindre et les gens, mais également nos clients. Donc, quand on parle des artistes, par exemple, c'est des gens qu'on aide à pouvoir vivre de leur passion. Donc, on veut vraiment reproduire ça dans l'équipe. Puis, ça fonctionne très bien. Donc, là, on est en fin septembre. C'est comme ça qu'on sent. Et sauf que ce qui arrive, en fait, avec cette croissance super rapide de passer de 500 artistes à 8000 artistes, les projets entrants et l'équipe qui a grandi, bien, c'est sûr que le schéma de communication n'était plus adapté, en fait. Parce que dans le contexte d'une entreprise, d'une start-up, quand on parle de façon, c'est vraiment tout le monde trouve sa place à être utile au bon moment, aux endroits où il manque des ressources. Puis chaque personne construit un peu son rôle à l'intérieur de l'entreprise. Donc, à ce moment-là, avec 25 personnes, ça prenait une définition un peu plus claire là, des rôles parce que c'est pas tout le monde qui, dans la communication, les schémas, c'est plus compliqué. Donc, ce qui arrive, c'est que ça commençait au niveau de la gestion RH à être un peu plus complexe. L'équipe devient de plus en plus surchargée avec cette croissance-là au niveau du travail. Et il y a une perte de vue un peu des nouvelles personnes qui sont dans l'équipe, qui n'ont pas eu la même expérience, en fait, puis explication de l'entreprise tout au long, qui vont peu à peu créer cette perte de vue des objectifs communs. Donc, on a réalisé que c'était très complexe aussi pour nous de fixer des objectifs dus à des chiffres, à des métriques. Donc, ça a commencé à être... on se retrouve avec toutes cette demande, mais on manque de direction, en fait. Et au niveau de la définition claire des responsabilités, comme j'ai dit, au départ, dans une startup, il faut que ce soit flou parce que chaque personne vient apporter son expertise, chaque personne contribue, mais à un moment, dans les 25 personnes, au niveau de la division de travail, ça doit être un peu plus précisé. Donc, ça a commencé à menacer, en fait, notre culture d'entreprise de feu. Pourquoi? Je vous explique. Donc, d'abord, il y a quelques indices qui nous viennent de temps en temps, donc qu'on a remarqué. D'un part par ce qu'on a entendu, puis de l'autre par ce qu'on a pu observer en tant que gestionnaire et cofondateur. Donc, d'abord, il y a une baisse de motivation, j'ai pas l'impression de pouvoir bien accomplir mon travail, sentiment de surcharge, il manque de temps pour faire telle tâche, j'aimerais bien faire ça, mais j'ai pas le temps. Donc, ce genre de dialogue commence à nous être apporté et aussi le sentiment de surcharge, d'être dépassé par les événements. Et même nous, en tant que cofondateurs, on le ressentait également dans nos responsabilités tous les jours. Donc, on n'avait plus nécessairement le temps de se dédier à avoir des discussions avec tout le monde, à dédier un temps pour se demander comment ça va et tout. Donc, l'impact sur le travail, le travail
on a réalisé qu'il y avait des tâches qui étaient faites en double par des personnes à différents moments, aussi des erreurs qui commencent à arriver. Puis ça, c'est tout ça, on se dit, c'est normal, ces contextes de croissance, par exemple, des étapes parce que le travail est plus divisé, qui se perd entre-temps dans le processus, des oublis, des petites erreurs. Et dans ce cas-ci, donc, on a réagi rapidement et on était encore en mode, justement, start-up de faire, il arrive quelque chose, résolution de problème, réactivité. Et chez Galéa, on a toujours été très, très bon pour ça, de trouver des solutions rapides. Mais les solutions rapides, c'est pas nécessairement fonctionnel à long terme. Donc, ce qu'on est allé faire, c'est rapidement changer de responsabilité. Donc, OK, on se fait un appel rapidement pour faire telle personne va s'occuper de tel aspect, puis OK, on fonctionne comme ça, sauf que ce processus-là, il n'est pas, après c'est documenté, puis il n'est pas transféré vers la préparation puis le design des projets par la suite. Ensuite, on a un changement de processus. Donc, on oublie telle étape, on va faire on va ajouter, disons, une autre étape à la place au préalable. Donc, on change un peu les processus dans lesquels on fait les choses pour tester. Sauf que ça aussi, c'est pas nécessairement pensé de façon à trouver la source du problème. Pourquoi est-ce que le client il est moins réactif, par exemple? Pourquoi est-ce que dans telle étape d'une exposition, le partenaire répond moins? Donc, c'est toutes des questions qu'on n'était pas amené à se poser parce qu'on voulait juste régler le problème rapidement. Et on a rapidement fait, on est surchargé, donc on va prendre un moment pour dire non à des projets, pour devoir laisser tomber quelques projets qui étaient en cours également, pour pouvoir se concentrer, en fait, à mieux faire le travail et ne pas perdre la qualité du travail qu'on fait. Et ça, c'est également de prioriser, en fait. On est beaucoup dans tout ce qui est priorisation. Donc, ce sont toutes des solutions qui, en fait, dans un contexte on veut croître, on veut s'étendre à l'international, qui sont juste temporaires, qui ne fonctionneront pas à long terme. Donc, ce qu'on s'est dit entre gestionnaires, c'est on veut vraiment migrer, transitionner vers une phase au lieu d'être dans la réactivité, on veut être dans la proactivité. Parce qu'on veut avoir le contrôle au final sur ce qu'on fait, puis ne pas se retrouver à tout le temps réparer des erreurs et réparer des inattendus dernière minute. Donc, comment est-ce qu'on peut apprendre ça, puis se réorganiser et prendre le temps d'eau? Alors, ça s'est passé vraiment à l'intérieur de quelques semaines, là, toute cette histoire et ce qu'on a ressenti. Donc, on voyait, il y a une semaine, il y a le stress qui était prédominant dans l'équipe. Donc, on avait notre rencontre d'équipe hebdomadaire en Zoom où c'était drôle à la fin. On s'est dit, mais pourquoi est-ce que tout le monde avait les cheveux un peu ébouriffés? On voyait qu'il y avait des cernes, les gens étaient fatigués. Puis on a senti, en fait, nous, on se questionnait en tant que leader sur notre propre leadership, en fait, est-ce qu'on est apte pour faire ça? Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas les solutions. Il y a eu des accords dans l'équipe de qui devrait faire quoi, des divisions de rôle, par exemple. Est-ce que c'est le marketing qui devrait s'occuper de faire des visuels? Mais le marketing, pour avoir des visuels, pour faire ça, il faut que ce soit prévu à l'avance, il faut que ce soit communiqué à l'avance. Et là, nous, en équipe opération, on se dit, on en a besoin pour demain parce que c'est une étape qui est importante. Donc, il y a quelques questionnements, en fait, sur comment les choses devraient être faites. Et ce sentiment global se réunit en un sentiment de manque de ressources. On a besoin de plus de personnes. Il nous manque des gens pour faire tel rôle qualifié. Donc, encore une fois, on était toujours en mode solution et on voulait vraiment sortir de ça pour être en mode plus recherche puis attaquer le problème à la source. Donc, comment on a réagi? Ça, c'était début octobre. Alors, pas question de ne pas survivre. On a une équipe de gens très, très dédiés. On a fait travail jusqu'ici et on l'a attribué, en fait, ce problème au contexte de croissance et au contexte de transition vers une petite entreprise versus start-up. Donc, ce qu'on a fait dès la première semaine, c'est commencer à ouvrir les canaux de communication pour aller encourager les gens à retirer l'information, à vraiment faire un état de la situation. Donc, on a envoyé un sondage à l'équipe
Puis le sondage à l'équipe, on a demandé des questions comme est-ce que vous êtes satisfait des tâches et responsabilités que vous avez à tous les jours? Qu'est-ce que vous aimeriez accomplir pour l'entreprise? Comment vous voyez votre rôle? On veut vraiment être plus proactif que réactif là-dedans. Et est-ce que votre charge de travail est convenable? Pourquoi? Sinon, pourquoi? Donc, ce qui en est ressorti, c'est vraiment, on veut arrêter d'être dans l'urgence, d'être tout le temps en train de réparer les problèmes. On veut des tâches un peu plus créatives. On veut des objectifs plus précis. Et on veut pouvoir avoir du ownership sur les projets, puis suivre un projet de A à Z parce qu'il y avait des pertes de communication entre. Donc, ces indices-là, souvent, les gens vont nous donner des indices comme ça de solutions, mais ce qu'il faut regarder, c'est en arrière. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, si on parle de, on ne veut plus être dans le sentiment d'urgence, c'est qu'en fait, il y a trop d'inattendus. Donc, ça veut dire peut-être un manque de préparation au début du projet, un manque de considération dans le design du projet. Donc, peut-être qu'on devrait attribuer plus de temps au départ au lieu d'être toujours dans l'exécution. Après ça, des objectifs précis. Bien, les objectifs précis, ça se relie à il faut d'abord une vision claire et rassemblée de l'équipe et alignée pour pouvoir en déduire par la suite les actions. Donc, ce sont tous des indices qui s'en viennent, qui nous ont donné un portrait global. Donc, on a lancé ce qu'on appelle chez nous, qu'on a décidé d'appeler le projet papillon, parce que ce qu'on a fait depuis les débuts, c'est vraiment en milieu startup, beaucoup de A/B testing. Donc, on est comme une chenille qui avance, on améliore, avance, on améliore. Mais là, on veut prendre le temps de prendre une pause pour réfléchir, pour bien se préparer pour le scaling, c'est-à-dire qu'on va se restructurer, on va ralentir, mais on va vraiment faire en sorte que l'intérieur de l'équipe et l'intérieur de l'entreprise soit solide pour pouvoir le faire. Donc, pour ensuite se déployer plus comme un papillon. Donc, on a lancé ce projet-là, on l'a annoncé, on a fait des discussions personnelles avec tous les membres de l'équipe, donc en individuel, pour vraiment ouvrir justement cet accès à l'information. Puis ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les gens, au lieu de venir vers nous pour nous poser des questions, ils ne sont pas toujours à l'aise nécessairement de poser ça, si c'est leur place de poser certaines questions. Donc ça, c'était, pour nous, c'est comme, ben, si tu as des questions, viens nous voir, mais c'est pas évident pour tout le monde. Alors après ça, début octobre, donc on a, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y a eu déjà à ce moment-là un alignement de l'équipe avec la vision. Donc Guillaume, mon fondateur, et moi sommes allés faire un voyage en Europe à ce moment-là pendant 2 semaines pour un voyage d'affaires. Et c'était justement une période de temps où l'équipe était plus laissée à elle-même avec beaucoup il fallait être autonome. Donc, c'était une parfaite occasion pour pouvoir mettre en pratique ce qu'on a lancé comme projet. Donc, c'est quoi le projet Papillon? C'est aussi l'alignement de l'équipe avec la vision. Donc, ce qu'on est allé faire, c'est on a fait la présentation à l'équipe de comment on pitch en fait aux investisseurs. Qu'est-ce qu'on dit aux investisseurs? C'est quoi nos projections? C'est quoi notre vision d'entreprise au niveau des étapes de développement dans le futur, dans les prochaines années? Ensuite, on a réitéré qu'est-ce qui est important pour nous chez Galia à partir du sondage. Donc, c'est quoi la culture d'entreprise qu'on veut avoir? Et c'est une culture d'entreprise qui permet aux gens de pouvoir s'actualiser, de pouvoir constamment évoluer et apprendre et devenir meilleur. Et une culture d'entreprise où chaque personne peut être créative et dans la responsabilisation de ses tâches. Et on est aussi allé faire un sondage pour pouvoir créer au niveau de comment les clients nous perçoivent également, comment faire ressortir cette image de marque qui représente en fait les gens à l'interne au niveau de comme on veut innover, on veut être créatif. Donc, tout ça, c'est rattaché en fait, comme nos services, nos produits, l'équipe, les gens. C'est vraiment de microscopique à macroscopique, ça devrait être aligné. Donc, c'est ça le projet Papillon, c'est l'alignement de toute cette vision. Et comment ça se traduirait au niveau du quotidien, c'est des échanges de connaissances, des formations à l'interne comme des formations à l'externe, de pouvoir permettre aux gens d'émettre leurs besoins pour pouvoir s'améliorer. J'ai l'impression qu'il me manque des compétences dans tel aspect, puis est-ce qu'il y aurait une formation pour ça, par exemple?
et à l'intérieur de l'équipe de faire des formations sur certains départements, donc par exemple les départements opérations qui pourraient présenter comment on fait une exposition de A à Z à l'ensemble de l'équipe et vice-versa. Donc échange de connaissances, ce qui suscite en fait plus de compréhension, plus de communication et au final plus d'entraide et de travail d'équipe. Par la suite, ce qu'on s'est rendu compte, c'est après ça, après le voyage, on est revenu et avant de partir, on a établi à l'équipe, voici les paramètres souhaités, voici ce qu'on veut éviter et à l'intérieur de ça, tester des choses. Vous avez cette étendue de liberté pour faire les choses différemment de ce qu'on fait d'habitude. Donc, avec cette approche-là, ça faisait en sorte qu'on dit, bon, c'est quoi les limites? Tant que le client n'est pas perdu puis que le bateau est maintenu, there you go. Donc, ça a permis vraiment de dresser un terrain où les gens ont testé des choses puis ont étendu, en fait, nos ressources et nos capacités opérationnelles également. Donc, le but, c'est de pouvoir se préparer, en fait, pour ce qu'il est, parce que si la structure interne n'est pas solide, après ça, on ne peut rien faire. Donc, pour finir, je pense que c'est pas mal à donner à cela. Donc, c'est vraiment important, je pense, la leçon d'avoir de la transparence dans la gestion, parce qu'on n'est même pas sûr, en tant que cofondateur, qu'est-ce que les gens ne savent pas, en fait. Donc, d'avoir cette transparence, de faire beaucoup de suivi, c'est vraiment important. Des fois, juste noter, tel projet, ça avance dans tel sens. Utiliser des outils de gestion comme ClickUp, HubSpot et tout, où les gens peuvent avoir accès à l'information, aller chercher l'information. Ça aussi, ça peut aider. De déléguer plus de travail égale plus de travail d'équipe et augmentation de la responsabilisation et de la qualité du travail. Donc, moi, comme personne, j'ai tendance à faire, bon, ben, les choses doivent être faites de telle façon. Puis, j'ai tendance à, au lieu de, mais peut-être que je pourrais le faire à la place, ça a l'air d'être trop de travail. Mais à la place, maintenant, ce que je fais, c'est, à chaque tâche que j'ai, je me demande, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui pourrait le faire, à qui ça pourrait contribuer à sa formation? Et je vais passer plus de temps, en fait, à expliquer comment le faire, comment je le fais, et expliquer justement ce realm de liberté au lieu de le faire moi-même. Donc ça a permis aux gens de vraiment être plus, de sentir d'avance, qu'ils sont en train d'avancer et d'apprendre. Donc après, c'est vraiment important donc de rester à l'écoute de son équipe et ça nous a aussi permis de comprendre en tant que fondateur, c'est quoi nos responsabilités. Donc notre responsabilité, c'est de prendre soin de sa famille, de l'entreprise, des gens dans l'entreprise et pour permettre aux gens d'avoir cet environnement-là pour grandir. Donc aujourd'hui, l'équipe est plus alignée. La définition des processus et des rôles plus clairs. La direction qui est nous est plus réactive. Il y a vraiment une compréhension, une confiance qui est rétablie. La stratégie de croissance elle est également plus claire pour nous maintenant qu'on est plus structuré, plus dans la préparation au lieu de la réaction. Plus de motivation et efficacité, reprise de la confiance, amélioration continue. Donc amélioration continue, c'est-à-dire que ça ne se termine pas là. C'est un processus qui devrait constamment être en cours et amélioré. Donc, être à l'écoute de son équipe, je pense que c'est la leçon qu'on a aujourd'hui. On a le temps d'une question? Des questions? Il y en a 100 en ligne? Vous avez combien d'employés, Lindsay? En ce moment, 25. 25. Tu sais, je pense que ce que tu décris, toutes les organisations le vivent. Quand tu passes le stade, tu dépasses 15-20 employés, c'est comme une première croissance. Il faut que tu laisses, c'est comme le homard, là, à un moment donné, il faut qu'il laisse sa coquille. Il est très fragile, il n'y a pas de coquille, il faut qu'il s'en rebâtisse une autre. Ça arrive encore une fois à 50 employés, etc. Mais là, dans votre cas, vous êtes aussi une start-up. C'est-à-dire vous n'êtes pas juste une organisation, une PNL comme la mienne, qu'on est rendu 15 employés. Tout ce que tu décris, je vais faire écouter ça à toute mon équipe. Je veux qu'ils écoutent ça parce qu'on vit tous les mêmes choses. Mais vous savez que vous préparez à scaler. Vous allez chercher des investissements pour faire grandir votre business. Est-ce que ça amène une pression supplémentaire? Je ne sais pas, dans quelle position ça vous met comme entrepreneur de dire, là, c'est notre équipe, là, il y a une baisse de motivation, mais c'est parce qu'on n'est pas rendu au bout, là. On est au début de la vraie route. Est-ce que ça rajoute une pression?
Je pense que, en fait, chez nous, ça a toujours été à une vitesse fois 1000. Donc, l'efficacité, c'est au centre de nos valeurs. Donc, on fait beaucoup d'optimisation. Je suis très pro une pierre, deux coups, trois coups, quatre coups. Donc, pour moi, c'est même pas une pression, c'est juste un nécessaire, un must pour tout type d'activité en dehors ou à l'intérieur du financement de ce qu'on veut accomplir comme objectif, parce que les gens ont besoin d'être accompagnés, les gens ont besoin de se sentir encadrés, mais en même temps d'avoir la liberté de croître. Puis je pense que ça, c'est à la base de réussite de toute entreprise qu'il y ait une pression externe ou pas. Et à quel point vous avez eu peur? Quand vous avez pris conscience de ça, là, vous dites, ah là, OK, à quel point, là, comme entrepreneur, là, je suis juste curieux de savoir comment ça a vous êtes été senti. vraiment un sentiment que notre famille va pas bien, qu'il y a des frustrations, puis nous, en fait, c'est ça, ce que je pense que c'est allé faire, c'est d'abord nous faire douter de nous-mêmes en tant qu'entrepreneur. Est-ce que je suis prêt à ça, de gérer l'émotion de 25 personnes? C'est la réalisation, en fait, de la responsabilité qu'on a. Puis après ça, c'est suivi parce qu'entre cofondateurs, on est très communicatifs entre nous, puis on se soutient beaucoup. Et on a réalisé, en fait, c'est notre responsabilité. Puis si on a pu rassembler une équipe de 25 personnes qui croient en nous, c'est peut-être parce qu'on a la capacité de le faire. Donc, ça nous a redonné confiance, puis on a agi selon les meilleures de nos connaissances. Puis juste cette action d'avoir réagi, puis d'avoir écouté l'équipe, ça a déjà réglé, je pense, 60% du problème qu'il aurait pu avoir, puis engendrer si on avait attendu. Yeah! Merci beaucoup! Merci beaucoup, Lindsay. Ça fait plaisir. Boulico, je t'en prie. OK. Ma présentation en anglais, désolé. So, my name is Buliko. I'm currently working at Square, but this is a story from my earlier days when I got to Montreal in terms of entrepreneurship. So, when it comes to friendships, friendships are a big part of my career. My first job at one of my first cool jobs was at Bloomberg, and that was just because I became friends with the rep that was sent to our school. When I moved here to Montreal, I was broke and needed to work, so I just complained to my friend, and he got me hired at Frank & Oak. So those kind of friendships, I think, like, I've always worked with friends, and it's something that's been a big part of my career. So it's no surprise that when I was looking for something else and I wanted to move out of retail and start doing tech, I leaned on a friend. So we met through events. The company was called Dice. Sort of still exists, but not in the same way. But basically, we met through one of the many events that happened in the city. And we bonded over not getting a job at the companies that we wanted to work with, but also the fact that we were both foodies, we love to cook, we love fancy food, we love video games, and became really close friends. He pitched to me a really great idea, which was all about helping independent chefs. So those who know me know that I cook a lot. I've always asked, like, why aren't you going to culinary school? And it's because I know chefs. And being a chef, being a cook, is extremely hard. You don't get to practice and make the meals you want to make. You're doing somebody else's line day in, day out for years before you even get a chance. So Dice was a platform for independent chefs to make their marks. So they make their menus, and then consumers would order from the same chef or different chefs for a week's worth of meals, and then they would be paid that way. So it was a platform for them to grow, but also for people to develop different cuisines as well. So we had a really balanced team. So we had our CEO, who was more of a chief experience officer, who was dealing with all the design. We had a head chef who was our first, basically, customer on the chef side, taking care of all the cooking. We had an excellent front-end developer and a back-end developer who was literally a genius and knew everything. So everything was great. And that was growth, which meant I did anything and everything that we needed to do that was missing. So we were all highly aligned. So in terms of the mission, everybody believed in it. There's the right team, and operations started really quickly. So we got started right away. So
what happened is we started building, we started working on the app on the back end, but in the meantime, we started working. So we started talking to chefs, we started dealing with events and with food, sorry, and so we moved into WeWork. So we were one of the first people to move into WeWork at Place Ville-Marie, which was a really exciting time. We got a great deal, and once we got an office, we started pitching our product and getting some clients internally. But as part of my role as director of growth, I was doing market research and quickly found out that food startups are going in a really bad direction when it came to food waste. A lot of big names in the States were closing down, and we realized we needed to make a pivot. So luckily, we were in a good position to pivot, and we pivoted towards events where there's a lot more demand, a lot more stability. So we started catering to events, and for chefs as well. When we were talking to them, making 5 meals maybe a week is time consuming and not the best use of their time, but making a meal for 100 people makes more sense for them. So that was really great, and so we got a lot of early business through being at WeWork. They were hosting tons of events, so they were one of our first clients. We also had a lot of local organizations that hosted events there, so everything was just lining up for us. Strategic partnership. I was just having a beer one day, and somebody came up to me and asked what we did. So I gave him the pitch, and turns out it was the GM for WeWork for East Coast. And he's like, I love it. Food is a big thing for us. We'd love to have a platform that our community managers could use. So if this works out in Montreal, we'll scale you guys out. How's that sound? And I was like, okay, that sounds great. So at that point, we're riding high, and in terms of product development, our back-end developer was really building us to scale. Like, he was already thinking long-term. He was big on architecture. So he was like, we blow up one night, overnight, we're ready. So we were really there in product development, and we started talking to investors. So we were doing a lot of talking for pre-seed. At the time, we were just doing friends and family, but we're really starting to pick things up, and we're going out a lot. So, our CEO was taking us out for dinners. He's paying for everything. It was great. And especially as somebody who was still working in another startup at the time, like, this was really like living the dream and having a company where not only I was friends with everybody, but we're having fun and doing great work and making a lot of money. But then there was the flip side of it. So, pre-product revenue was great, but a lot of it was artificial. So, for example, the first alpha version of the platform we had was a landing page that was developed with our front-end developer, and the rest was a Frankenstein that I helped cobble together. So Slack, Zapier, just a mess in the back end, just to make things work and simulate the experience. Investors were really happy that we had pre-product revenue, but they're like, we wanted to see the real thing, right? So we're not touching it, we're not investing until we see that. In terms of the financial health of the business, that was one of the things that was difficult to know, because our CEO was the one who bootstrapped us. So it was his savings, his parents' money. And so, when he's taking us for dinners, we're like, oh, that we thought that was just his money. But at that time, that's when it started to get a bit unclear whether it was his money or the company's money. And at that time, our office, we had, 2 gaming consoles, brand new, so the PS4 and Xbox One. We were fully stocked, and we had a bigger office than really we needed at the time. So that lack of financial transparency, I think, started to really take an impact, because we were really unsure if we were making the right decisions. And then relationships with our partner, one of our main partners with WeWork, was getting shaky, because due to the financial instability, we were sometimes behind on rent, but they were also behind on paying us. And so it made the relationship with the local folks at WeWork a bit tenuous, and it was hard for us to grow at that point. And at the time, too, there was starting to be a divergence in terms of the product vision. So what we had agreed on in terms of the platform for chefs, our CEO started taking a different direction. He had other ideas. He was always somebody who was really ambitious, and that was something I looked up to him for about a lot. And at that time, though, he started going in a direction that just was contradicting a lot of our product roadmap and a lot of what our developers were working on, and that was starting to get worrying. So when did things really start to get dicey, pardon the pun? So the first thing, obviously, as I mentioned, was rent trouble. So we weren't sure if we're going to keep the space. I'd walk in and then I'd get like a threat being like, hey, you guys better pay your rent. And I was like, yeah, we're on it. And it was a little
it was starting to stress us out. That picture is actually from one of our first events. So we did an event where we were basically, it was to celebrate La Fête du Croissant here in Montreal and just draw some attention to what we were building. We had our own event with a lot of croissants, and our chefs developed some different sandwiches. One sandwich had ice cream in it. It was really great. But basically, the lack of trust, I think, that was starting to build internally. Our CEO delegated some of the marketing to somebody externally, and this person was supposed to be a Facebook marketing expert and had built, did a bunch of stuff with Facebook ads, and we got zilch, like nothing in terms of signups. And I think it was like the night before or something, or one day out, and we were supposed to like have 200 people registered. It was a free event too, so we're like, it's a really big deal if we don't have anybody here. So we just all got together and had to scramble last minute. I was just sending emails, sending posts. EA at the time was having a rough time with Mass Effect Andromeda, so just went downstairs and like, hey, you guys want some free food tomorrow? And they came up. So just a lot of hustle, and managed to turn that around. But I think that was one of the first experiences where I was like, hey, you hired me for this role. Like, we're supposed to be a team. We could have done this together from the get-go, and it ended up being successful. But that was one of the first times I realized that we're starting to kind of diverge. And then in terms of the product, we had all agreed on a web app. It was just easiest thing to build, web, optimized for mobile. And then once you get traction and test everything out, we could then develop iOS. But he had this vision of this mobile app that was gamified and a bunch of other things, and it got more and more complex. And we went from just coming out to meetings really excited to even just the developers like coming out of meetings and being like, what the hell was that? That's not the same product as last week. And every week was kind of different, and we were just starting to get more and more worried. And also the spending, right? The spending, as I said, we had game consoles, our office was fully decked out, and we had no idea. Like, you'd show us the financial projections, and I'm somebody who had a background in finance, and I saw the numbers, and I'm like, yeah, that makes sense. But again, how much money we're actually making, I had no idea in terms of the deals, because he kept that to himself. And I was afraid to ask those questions at the time because, again, it was a friendship, right? So, it was just one of my best friends at the time. It was his friends and family around. So his parents' money, his own savings, and I didn't feel like I had the right, or the rest of us had the right to ask those questions. And even though we should have in hindsight, and that's when things really started to get rough. So what ended up happening is some of the devs quit their jobs to start working on this full time, but because of everything that was going on, they just were not getting paid, right? So they were behind on being paid. Luckily, they had some runway. They were fine financially, but like, that was something that was stressing them out. We had to downsize, so we lost our office, went to just having access for our CEO, who had a hot seat at WeWork, so we still had that network, but we lost our big fancy office, which was really hard, and it was very clear that we weren't going to reach our launch date. So we were supposed to launch August 2017 with our first version, and we were reaching July, and I wasn't sure if we're going to make it, right? So every meeting that was leading up to that was just getting further and further from the original vision. And one of our potential investors as well, so there's an accelerator that had just popped up in Montreal. We were working with them, everything was going well in terms of conversations, and they just had to shut down because of some stuff that was happening with their parent company stateside. So, that was kind of depressing, and our prospects started to shrink, and because of our shaky state, people were less and less interested. And then finally, one of our main competitors at the time, Platters, was in Toronto, was starting to move into Montreal, and we started to see that they were picking people up quite quickly, and we absolutely had to ship, or else we were basically done. So that's when I reached the crossroads, right? So, do I stay or do I go? What happens next? So first I met with our devs. We were all friends, we were very close, so I sat down with them just apart from everybody else and said, okay, give it to me straight. Can we make it, right? Like, if we get the designs on time for we're July, if we get everything, can we still cobble together for August? And they're like, technically, yeah, like, we can make it work, but it's gonna be tight. And then I asked, how are they doing, right? Because again, we're friends. I was like, you guys aren't getting paid, is everybody okay? And they're like, we're fine. Like, we're still good. It kind of sucks, but we're fine.
And also just checking on morale, right? Like, how are you guys feeling about this? Because, we're all kind of getting dejected. We were all really excited, but now we're coming out of meetings and just completely shocked at what we're seeing. So just trying to align with them on that. I checked in with our potential investors to be like, hey, here's where we're at. Like, still interested? And that was getting kind of cagey. And then finally, I just sat down with our CEO and just asked, like, had a more or less like a bit too casual conversation by saying, how are we doing financially, and the roadmap, like, what's it looking like? Because he owed us the designs, because he was our designer as well, so I could start using that for marketing purposes, and our devs could also use all of those mock-ups to start building the front end and finally ship our first version. But when I actually sat down with him, he showed me an iOS app. It was just completely different from what we were supposed to have, completely different from what the devs were building in the back end. It just was not going to work, and I was like, okay. So, I went home, I was pretty depressed, and I asked myself, do I still believe in this? And like, I still do. Like, to this day, I still believe that we were building something great, but I just thought that at that point it was just not going to happen, and I had to cut my losses because I was working 2 jobs, right? I was doing this on the side, but I was also working in another startup that was pretty, like, getting off the ground, and was taking a lot of my time. So I was working very long days and was really tired, and I just decided that it was best for my mental health and my physical health as well. Yeah, so by the time the ship wrecked, so I asked them about the designs. They were not ready. Nothing was ready for us to ship. And they weren't coming anytime soon. So he started pitching this radically new, different product, and that's when I knew that I had to leave. So I made that decision. I sat down with actually our head chef, because she would, at the time, we also made her CEO instead of him. So he was still in charge of design, but she became the new figurehead because we thought it would look better as well to have a chef talking to other chefs. And it was a good move, but at the time I just sat down with her and I told her, listen, like, this isn't going to work. And she tried to convince me, right? She tried to convince me, about the mission, and I still believed in it, but I just told her that at that point, it was personal too, right? It was just a lot of, that trust was gone, and I wasn't sure if I was going to be able to keep the professional relationships I met with these investors, the credibility I was trying to build for myself as well. I needed to protect that. So I made the decision to leave the team. A month later, the developers also left as well because they just had enough, and the product never fully took off. He continued on his own afterwards, and it's had different versions, but it's never been the full product, which was kind of rough because, after that happened, it was realizing that we had crashed really at takeoff. So I'm not sure if you can see the image, but those were my Converse at the time. So this is part of one of my other fuck-ups. I moved to Montreal literally with just a backpack. I Googled apartments near Concordia, made a mistake, ended up in NDG because there's another campus I didn't know about. So I was too broke for a bus pass at the time. That's how little money I was making. So I would walk 30 minutes from my apartment to Loyola campus, take that shuttle downtown, and then would walk to Place Saint-Henri where I worked, and then walk back downtown for meetings. So those Converse were destroyed. I went to pitch meetings, like seed round meetings, with duct tape shoes. It helps. It does. It helps a little bit. There's some pity there, but it was not a great time. And it was like hundreds of hours, just kind of lost for nothing. At the time, it felt like. And also, I was getting like stressed out my day job. The company was going in a direction where I was going to be left behind, basically, and I was, it sucked that like this was supposed to be my safety net, like my way out, and it wasn't coming through, and I also lost some friends along the way, and I think that was the thing that hurt the most. So for a very long time, I kind of avoided working with friends. I still help friends with businesses and everything, but it just took me a very long time to try that again. So what's left? The first was a lesson on boundaries. You can work with friends. You can work with friends, but you have to remember that you are working. So if you hire somebody for a role, you need to trust them. You can't overstep. Like, obviously, feedback is a gift. You're allowed to give feedback, but making sure that you're not overstepping and, just because you're their boss technically, or also being too casual and not giving enough feedback because somebody's your friend. Having those tough conversations is important, especially when
you're the first 5 people. It's very flat structure. You should be able to have those very, very difficult conversations. Otherwise, you just can't grow. Cash rules everything around me. So a little Wu-Tang here, but that cash flow is your lifeblood. So having that transparency very early on amongst early founders, right? Even though you aren't the accountant, you aren't the CFO, it's important to share that with everybody. Because at the end of the day, those financial decisions do affect them. They can have input, and in the case for one of our backend developers, he had 2 master's degrees. One of them was in poli-sci, he was very smart when it came to economics, so he could have probably given some input there as well, right? So even if it's not somebody's role, having that financial transparency in the decision making is something that I recommend to everybody, is just sharing that. And then collective product management. So responsibilities early on overlap anyways, so making sure that that product roadmap, where are we going, is developed with everybody, right? So, I was talking to customers a lot and potential clients, so getting that input and having the chef's input as well, because she would be the type of person using the platform, and also getting the perspective of the developers in terms of like, hey, is this actually realistic and possible? So I think everybody, not just people who are PMs early on, should take on that responsibility. It's something that should be shared, and then eventually, once you grow, you'd be able to actually have a product manager, somebody dedicated. But having fresh eyes also reduces that bias. So I think early on, that was one of the things where we were all very siloed, and it was like, hey, this is my department. Don't worry about me. I know what I'm doing, but nobody knew what we're doing, right? So being able to have that collective perspective on things definitely helps. So bouncing back. So last year in August 2020, I lost my job. My team was cut at Shopify, and I didn't know what to do for a bit, and I ended up starting an agency, just freelancing, helping small businesses. And I was struggling again. I was getting some business, but there was a bunch of stuff I just couldn't do. And so I reached out to friends, and that was one of the first times I started working with friends again. So I'm happy to say that I got to work with some friends. I set boundaries, contracts, and made sure that everything was transparent from the get-go in terms of revenue splits and everything like that. So I was happy to work with friends again, but in a way that was just much, much, much more healthier. I started advising other founders as well over the years, so people would come to me for advice, and I would just share with them my experience. And I think that that's an experience I still draw from today, and everything I did there, from learning how to scrape websites to doing fundraising and all that stuff, is things that I've used to get future jobs, to advise and to continue to grow. I still have friends from that team, so are still in touch. We're still good friends, and it's something that I'm very happy about, because they were great people to work with. And having tough conversations comes a lot easier. So giving and receiving feedback, especially early on, is something that I'm much more comfortable with. I'm able to tell somebody, hey, that's completely garbage. It does not look good, right? Like, it is what it is, and that's my opinion. But being able to do that, discussing finances as well. So, money is king when it comes to all the decision making, the health of a startup. So making sure that there is that transparency is something that's very important to me, and it's something that even when I went to start working for myself over the last year, I made sure I had runway. So I was investing on the side. I was making sure that I didn't go into this completely blind. So it really taught me a strong lesson in terms of having that runway. And then getting things in writing. So I'm no lawyer, but I know a bunch, and there's tons of great free templates and other tools for entrepreneurs. So from now on, I always make contracts, because a lot of the times, you're working on an app, you have a great idea, and people are like, oh yeah, you guys all have equity. You guys, it's shared. No, until it's actually on paper, until you have a contract, nothing is real. So that was something that I did learn, and I took away from that, was just making sure that from the get-go, if I am building something with somebody, that we do have those contracts with my agency that I had for a year. It was it was contract based, so anytime I needed somebody, I needed a graphic designer, contact my friend, I'm like, here's a contract,
here's the revenue split, here are the terms, you sign and then we start working. So that was just something that just comes naturally now, and is definitely something that I will continue to do. Yeah, thank you. Thank you so much. There's a question from Natalie Riviere. Yeah. Our founder, Fuck Up Nights Montreal. She says you might have a personal Fun Montreal fuck up story that you'd like to share, but she has a real question. You could share the Fun Montreal, something with tech, I don't know, that you might have to share. But she says there's like a same theme that was Lindsay's talk about relationship and communication, like very strong in both stories. You shared some advice at the end, but how could we help startups prepare for this? Yeah. That time comes in all startups. It manifests in different situations and different endings, but how do you prepare for that? I think in terms of preparation, is just setting time and being intentional with it for that. So towards the end, when we started to see that there were problems with the team internally, we started to have meetings that were less about the product and more about us, right? Almost like group therapy. We'd sit down and just like say what's on your chest. At that point, it was a little too late, and not enough action came out of it, right? So I think that externally what could help startups is maybe having a third party, a mediator of some kind, somebody with experience who could sit down with startups, and especially when they're having these difficult moments, listen to them, mediate these conversations, and hold them accountable for what comes after, right? Because it's easy to have these conversations like in a closed environment as your team, and then walk away and do nothing. That's often what happens, even with therapy, couples therapy, happens a lot, right? But having that third person, that external person that can hold them accountable, I think is like a great gift, and something I recommend to startups is, your investors, especially early on, if you have angel investors, they're often way more than just piggy bank, right? Lean on them for advice, lean on them for that counseling. They've probably been through it as well, so having them be the mediator and facilitate those conversations, I think is pretty important. That's good advice. Avez-vous des questions, là? Je peux. Ouais, tu peux pas en français, ouais, c'est correct. Dans le fond, t'es resté vraiment longtemps sur le bateau, là, tu voyais que ça déviait, Ouais. puis que le produit déviait, mais que ta relation aussi était moins transparente. Qu'est-ce qui t'a tenu aussi longtemps? Vous pouvez répéter la question juste? Ouais, alors, oui, la question était, j'ai vu que le produit déviait, mais aussi les relations déviaient. Pourquoi tu es resté aussi longtemps? Et la réponse c'était, l'amitié, comme c'était mes amis, comme je voulais vraiment qu'on réussisse ensemble, ou on échoue ensemble. Et l'autre côté de ça, c'était vraiment la mission. Alors, pour moi, encore comme les chefs, aider juste des gens avec leur indépendance économique, c'était quelque chose qui me tient à cœur. Alors, c'est pour ça que je suis resté aussi longtemps. C'était vraiment pour essayer de voir ça. As-tu fait ton deuil que ça n'a pas fonctionné? Ouais, comme surtout après que les devs aussi ont quitté, c'est là que j'ai su comme, parce que comme moi j'ai quitté, j'ai dit j'espère qu'ils continuent, qu'ils réussissent. Comme je voulais pas qu'ils échouent. C'était jamais mon souhait. Mais dès que les devs ont quitté, c'est là que j'ai su comme, ok, ça va être beaucoup plus difficile. Alors, je me rappelle, on est resté en contact, on est parti prendre une bière et tout ça, on a parlé, et surtout, je pense que quand c'était vraiment comme close pour moi, c'était quand j'étais arrivé à Shopify. Je faisais des événements en tant que gestionnaire de communauté pour Montréal, et notre équipe culinaire utilisait Platters, mais ils se plaignaient beaucoup. Alors j'ai dit, c'est quoi le problème? J'ai regardé Platters, j'ai montré qu'est-ce qu'on avait préparé avec Dice, et c'est comme, oh ouais, si vous étiez live, on allait changer. Et c'était là que je dis, ok, bon, moi je n'étais pas fou, on avait une bonne idée, mais c'était vraiment comme, right team, right time, but, execution wasn't there. Alors, c'est là vraiment que j'ai vu comme que je peux le mettre, fermer ce chapitre de mon histoire et comme je peux avancer. Mais peut-être un jour, je ne sais pas, j'ai quelque chose déjà en tête. C'est un espace qui me passionne beaucoup. Même maintenant avec Square, comme je travaille beaucoup avec des boutiques comme ça, les restaurants, etc. Alors, un jour, je pense que je vais retourner d'une manière ou d'une autre, mais
ouais, j'ai fait ma deuil pendant. Ça a pris quelques années, honnêtement. Juste pour être aussi prêt à travailler avec des amis. Ouais, ça a pris quelques années. Alors, c'était 2017 que j'ai quitté, alors jusqu'à 2020, c'est là que j'ai décidé que je pouvais travailler avec des amis encore alors, 3 ans. Merci, Boliko. Merci. Merci. Merci beaucoup, Boliko. Maintenant, on va accueillir notre dernier intervenant. Je t'en prie, Thibaut, c'est à ton tour. Merci. Est-ce que je suis bien là avec la caméra? Ouais. Tu peux parler. Ouais. Là, c'est bon? Ouais. Ok. Super histoire, Boliko, très inspirant. Lindsay aussi, définitivement touchant. La mienne va être un petit peu similaire en fait, dans le sens où on évoluait au même moment dans la même industrie, la bouffe, l'industrie culinaire. Donc en fait, c'est l'histoire d'un Français qui arrive, vous entendez à mon accent, il y a 6 ans de ça, à Montréal, puis il ne sait pas trop quoi faire. En fait, c'est ça, j'avais eu quelques petits jobs quand j'étais en Amérique du Sud, je m'étais improvisé guide de tourisme, voilà, dans des villes que je connaissais même pas. Puis j'avais pris goût à l'entrepreneuriat. Alors après, j'avais été étudier l'entrepreneuriat à l'université, c'était le fun. Puis bon, j'aime ça voyager pour ceux qui me connaissent. Et donc j'étais arrivé à Montréal en me disant, ah, ça va être une étape de plus. C'est le fun, il y avait des PVT pour ceux qui connaissent. Bref. Et donc voilà, j'arrive à Montréal et je sais pas trop quoi faire. Alors je vends des canneberges au centre Eaton, juste pour voilà, garder un peu de cash et puis tout, aussi pour me donner des opportunités à côté. Et puis je m'implique dans une association qui s'appelle Ici et Là, qui est une association donc, de dialogue interculturel, notamment entre le Mali et le Canada. Bref, je rencontre là-bas celui qui allait devenir mon cofondateur. Et puis là, l'hiver québécois arrive. Donc là, moi qui suis comme européen, là, bon, il y a... À un moment donné, ok, je craque, je me commande une pizza en ligne. Puis la plateforme s'appelait Foodora, à l'époque, Foodora. J'aimais ça, ils avaient un petit vélo sur leur logo, en tout cas sur leur plateforme, etc. Et puis voilà, il y avait comme un peu ce marketing qui m'avait fait les choisir eux. Ah ouais, c'est correct. Puis dans le fond c'est ça, la pizza arrive avec un dude qui avait juste l'air comme pas content de travailler, c'était une tempête hivernale, et sa pizza était comme suremballée, et puis j'apprends en plus qu'il arrive en auto, alors que, enfin bref, en tout cas ça marchait pas. Puis là, celui qui allait devenir mon cofondateur, je crois 1 semaine ou 2 après, me pitch son idée de comme révolutionner un peu cette industrie-là, finalement de tout faire à vélo, puis de comme verdifier cette industrie. Là encore, pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis très attaché à ce thème, l'environnement. Alors, en fait, on décide ensemble de se partir une compagnie. Puis vraiment, l'idée, c'était de verdifier l'industrie. Pour les entrepreneurs qui m'écoutent, ne faites absolument pas ça. Donc voilà, donc la livraison à vélo, des restos qu'on choisit avec des critères que nous-mêmes estimons justes, sans forcément se référer à quelques autres critères qui existent. De la bouffe de qualité, que nous autres pensons qui est de qualité, locale, etc. Je vais vous montrer ça dans 1 minute. Donc en fait, dans le fond, je ne sais pas si vous arrivez à voir, derrière nous on était un peu le Luke Skywalker là, de l'histoire, voilà, le gentil, fou du coin. Donc l'entreprise Fou du coin, c'est le nom de la compagnie qui va révolutionner la livraison de plats à Montréal. Aucun positionnement B2C, B2B, on y va. Comme on se part une plateforme, that's it, là. Et puis il y avait le méchant dans l'histoire, donc Foodora, je ne sais pas si vous avez vu la petite affaire qu'ils avaient mis sur les vélos à l'été 2017. Voilà, où ça nous a tanné parce qu'ils disaient en plus qu'ils livraient ça à vélo, les statistiques montraient qu'en grande majorité c'était livré en auto. Bref, voilà le contexte de l'histoire. Maintenant, c'est vrai que j'avais mis des vidéos, mais je ne sais pas trop si... je vais peut-être le jouer en background sans forcément mettre le son. Ok. Donc voilà notre joyeuse petite équipe. On était 4 cofondateurs finalement. On avait réussi à se monter, c'est ça. Donc une équipe de personnes qui était motivée justement par cette cause-là. Et puis ça allait bien. Vous le voyez, des belles couleurs. En fait, on a lancé ça en été, ce qui fait que rendu là, on commençait à avoir plein de partenaires restaurateurs. On leur pitchait ça avec toute l'émotion du monde, toute la passion du monde. Bien évidemment, c'était quelque chose en plus que Montréal attendait. Je vous passe la vidéo pour vous montrer la suite. Est-ce que je peux passer la vidéo? Ouais. Ok.
Donc c'est ça, une équipe surmotivée, vraiment alors je dis validation de clients, là encore pour les entrepreneurs qui m'écoutent, s'il vous plaît, ne faites pas ça. On allait dans les parcs, on allait au parc Laurier, on allait au parc La Fontaine, on pitchait notre idée au monde en disant est-ce que vous préférez consommer des plats livrés à vélo plutôt qu'en auto? On disait oui, oui, bah, c'est parfait, on valide notre idée, excellent, let's go. Voilà, bon. Désolé Rita, je sais que tu m'écoutes en direct. Je vais revenir à ça plus tard. Le métier que je fais en ce moment d'ailleurs est empêche en fait exactement les entrepreneurs de le faire. Donc quelque part je me rachète. Bon, donc finalement voilà, un projet avec une mission sociale affirmée, trop en fait, je vais là encore revenir là-dessus, puis un socle de valeurs clairement explicitement affiché. Là ce que je montre à l'arrière malheureusement en ligne, je pense que vous ne le lirez pas, c'est une charte des valeurs qu'on avait nous-mêmes décidé, hein. Pour ceux qui ont lu George Orwell, La ferme des animaux, ça ressemble un peu à ça, là, ce qu'il y avait marqué sur le mur. Donc une charte des valeurs qui en plus contenait des erreurs, c'est-à-dire qu'on encourageait le compostable. On pourra apprendre plus tard en fait que le compostable n'était pas réellement composté. Là encore, c'est un très large sujet que je ne vais pas couvrir maintenant, mais on imposait des règles pour se donner finalement une bonne conscience et on le faisait vraiment avec une bonne intention, une certaine naïveté qu'on retrouve chez beaucoup d'entrepreneurs, en tout cas au début. Donc finalement, bah, quelque part, ça marchait. Je veux dire, la presse, quand on a ce genre de message positif, on était mis de l'avant. En fait, les ventes commençaient à marcher. On avait un petit WordPress qui marchait bien. C'est sûr que bon, il y avait vraiment que les ultra motivés de la première heure de l'environnement qui achetaient nos plats parce que le site était vraiment pas bien fait. Le Monde recevait un courriel quand ils avaient une livraison, puis il y a les restaurateurs, on ne pouvait pas vraiment leur mettre des petites affaires. Là, bon, l'opérationnel était assez compliqué. Des fois, on devait les appeler, les texter, etc. Puis finalement, les plats arrivaient. Bon. Les restaurants restaient quand même... je suis censé parler de la partie King of the World, donc je vais revenir à ça juste après. Donc les restaurants étaient mobilisés autour de la cause. Voilà, on a même fait un événement de lancement qui était comme Full House. Là, on était obligé presque de laisser du monde dehors pour ça. Il y a de la bière gratuite, je pense que ça explique beaucoup de choses. Un nombre de mentors aussi qui se joignent à l'aventure à ce moment-là. Donc Rita Baker que j'ai mentionné, Alain-Olivier Desbois, Pascal Grenier, Julie Hamel, Francis Yaza pour tous les nommer. Merci encore à vous. Donc voilà, qui se joignent mais à tâtons parce qu'à l'époque je leur disais juste qu'il allait bien. Finalement ces protagonistes vont revenir dans l'histoire plus tard avec une posture un peu meilleure. Puis voilà, donc la presse qui s'emballe, on est dans Le Devoir, la presse, Métro, etc. Loutard libéré, je ne les ai pas tous mis, donc ça va bien, c'est super. La dopamine arrive dans le cerveau à vitesse folle. Donc voilà la pointe de l'iceberg, on va révolutionner la livraison, on passe à la radio, tout ça, c'est le fun, le vélo, puis bon. Voilà, arrive l'hiver, et arrive l'hiver. Première tension dans l'équipe autour du fait que notre mission était environnementale, on voulait faire de la livraison verte, mais elle était aussi sociale. Les personnes qui travaillaient dans la livraison étaient, comme celles que j'avais par exemple rencontrées devant chez moi, des personnes qui clairement étaient à la marge de la société, qui travaillaient à contrat, et puis ces contrats-là étaient mal payés, ils dépendaient souvent des pourboires qui étaient là encore pas forcément à la hauteur de du service qu'ils offraient. Donc finalement, nous, ce qu'on a décidé de faire, là encore très naïvement, sans regarder vraiment nos finances, c'est d'employer nos livreurs. Non seulement on les a employés, mais en plus on leur a acheté des vélos, parce qu'on voulait s'acheter une bonne conscience. Bon, je vais revenir là-dessus. Donc en fait, non, je vais en parler maintenant. Donc c'est ça, ce move-là, en fait, on l'a fait sans du tout consulter les parties prenantes qui étaient nos livreurs, les premiers employés. En fait, nos livreurs nous ont dit plus tard, on préférerait travailler quand il y a de la job, plutôt parce que c'est vrai que quand tu es employé, que tu pars une compagnie et que c'est le 15 novembre dehors à Montréal, tu as plus le goût de te rentrer chez toi s'il n'y a pas de commande dans un 30-40 minutes, plutôt que d'attendre dehors parce que tu es obligé d'attendre dehors. On nous a dit, en fait, le modèle actuel marche, convient, puis votre vélo, là, la selle, on ne peut pas la lever, on ne peut pas la descendre. Donc, dans le fond, donc on préférerait, en fait, ils utilisaient leur vélo. Bon, c'était des beaux Kona en plus qu'on avait acheté. Donc vraiment là, y a des décisions comme ça, l'actionnariat lui-même qui avait été un petit peu décidé à la va-vite, c'était tous notre première start-up. Donc c'était quelque chose qu'on avait fait comme de manière très amateur. Vous comprenez depuis le début que tout ça est très amateur. Là, c'est presque même ma première job rendue là. La vente de canneberge ne comptant pas pour moi comme une vraie job.
des dépenses pas forcément, voilà, pas forcément justifiées pour une jeune pousse à ce stade. Il y en avait d'autres aussi. On investissait dans beaucoup de contenu marketing. Notre logo, on l'avait payé. On avait investi dans la marque de commerce aussi, qui personne nous aurait volé. Fou du coin. En passant, Fou du coin, c'était aussi une erreur qu'on avait faite à ne pas sonder nos parties prenantes. Fou du coin, les anglophones disaient ça Foodcoin, ça faisait un peu dollar à main. On avait tout fait. En fait, on avait tout fait à l'envers, clairement. Ça aurait pu être une bonne crypto de monnaie de bouffe. Ça aurait pu être un super pivot, se payer comme en free ou je sais pas. Mais donc voilà, et puis un positionnement pas clair, je répète, hein, on fait de la livraison verte, qui est la livraison verte. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Donc on était un peu éparpillés, moi je me mettais à faire des... Donc là, en fait, on livrait des plats, et là vous allez vous dire, bon bah ça va, au moins il avait des restaurants, vous aviez des restaurants, vous aviez des partenaires avec qui vous travaillez. Oui, c'est vrai, on avait même un volume d'affaires, hein. Malgré tout ça, on avait quand même des commandes, mais on livrait des petites tartes comme ça, que toi, en fait, tu aurais dû livrer en format plus apéritif. Et puis finalement, comme les restaurants embarquaient pas tous, ben, on se mettait à aller livrer des desserts, enfin des trucs qui n'avaient pas rapport. À un moment donné, on a livré des fruits et des légumes du marché Jean Talon parce qu'il y avait un client qui nous avait demandé ça et on n'avait pas su lui dire non. Enfin, donc voilà, on se mettait à faire des petits trucs, des petits designs, c'était le fun. Là, on avait une page Facebook très dynamique, mais honnêtement, on se perdait dans tout ça. C'était là encore une erreur. Donc, ce qu'on a appris, ce que j'ai commencé à apprendre, notamment grâce au mentor que j'ai nommé tantôt, c'est que quand tu te lances en entrepreneuriat, il y a donc excusez l'anglicisme, le must-have et le nice-to-have. Okay, donc, ce qu'on faisait, c'était un nice-to-have. Tu as envie de te faire livrer ton plat. À vélo, dans l'idée c'est cool, mais quand tu livres un plat à vélo, ça shake, généralement ça arrive plus froid. On avait aussi investi dans des belles technologies pour garder le chaud, mais ça shake, c'était le monde en fait voulait, puis je vais revenir là-dessus, le monde voulait avoir sa bouffe à temps, etc. On ne comblait pas un besoin, on venait vraiment plus avec une vitamine qu'un vrai médicament. Donc voilà, malheureusement d'ailleurs l'environnement n'est pas encore un must-have, c'est en train de changer. Mais... Donc voilà, on a à ce moment-là un plateau clairement de vente qui nous permet absolument pas de nous projeter et de nous payer. Toi tu avais des Converse qui étaient tapés, moi je mangeais du riz blanc, j'allais acheter mes packs comme ça de riz blanc énormes. Un jour Rita me voit, puis j'avais les joues complètement creusées, déjà que je suis pas très gros à la base, puis comme elle était en choc, elle voulait presque m'offrir des tomates. On donnait tout, elle avait des super bonnes tomates du jardin, mais on a fait goûter. On donnait absolument tout pour pousser ce message-là, mais honnêtement, l'opérationnel en plus prenait beaucoup de temps. Les restaurants, certains restaurants marchaient bien, hein, on s'entend, il y a Omnivore par exemple, Charbel était super content du service parce qu'il avait beaucoup de volume d'affaires, ça lui augmentait son brand, et c'est ça en fait, c'était ça notre proposition de valeur pour les restaurants, c'était parce que c'est vrai que j'étais pas un peu une image très négative depuis tantôt, mais n'empêche qu'on a créé aussi un mouvement, on s'est impliqué dans le Régal, qui est le réseau contre le gaspillage alimentaire. Bref, on avait vraiment initié un mouvement, tout ça était vraiment beau, et puis les restaurants gagnaient de l'image qu'on leur donnait, mais il y avait certains restaurants vraiment qui s'y retrouvaient pas, et puis avec qui on devait vraiment tout faire à la main, qui étaient tannés. Donc une équipe vraiment fatiguée. Moi, franchement, je suis arrivé presque sur je me suis pas fait diagnostiquer, j'avais probablement pas eu le courage d'aller voir un psychologue à ce moment-là, mais j'ai probablement fait ce qu'on appelle un burn-out là, à la fin, au point où quelques mois plus tard, j'ai dû prendre ma tente et m'isoler 2 semaines pour juste aller dans les bois, et voilà. On a dû remercier le CTO, qui était une très bonne personne humainement, mais malheureusement qui ne livrait pas vraiment ce qu'on voulait. Et là arrive un petit peu la complication, c'est que mon cofondateur décide en fait de s'improviser à ce moment-là, CTO, décide d'aller en fait se former au wagon pour développer une nouvelle plateforme. Et en fait, cette personne-là commence à avoir des idées de partir sa propre compagnie à côté. On était vraiment un duo de gestionnaires. Lui était le CEO, moi j'étais le bizdev en arrière parce qu'il avait vraiment à l'époque donc lui quittait sa job. Et donc je me retrouve en fait je ne sais pas si c'est à ce moment-là, on doit à ce moment-là se trouver un CTO compétent. En fait, c'était lui qui voulait s'improviser CTO. S'assurer évidemment de garder un cash flow positif. C'était vraiment la question à ce moment-là. C'était un peu comme ce que tu disais tantôt, comme le runway là, il ressemble à pas grand-chose en fait. Donc on se pose les bonnes questions. Puis évidemment, moi je commence à réfléchir à un pivot, d'autant plus que je commençais vraiment je suis un gars de méthodologie. Quand je comprends pas, quand il y a quelque chose qui se passe mal, je prends beaucoup action. Puis je commençais à beaucoup m'éduquer justement sur
ce que font les autres entrepreneurs. Et puis là, je commençais vraiment à comprendre, à catcher. Finalement, en fait, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Et puis au moment où je le réalise, mes mentors commençaient vraiment à me le faire réaliser. Puis tu sais, c'est comme si il y avait quelque chose qui s'était passé à ce moment-là. J'avais moi la détermination de survivre à ça. C'est aussi ma personnalité. J'ai du mal à lâcher quelque chose avant que ce soit vraiment complètement cassé. Donc c'est ça. Donc d'abord ce dialogue. En fait, le dialogue est venu vraiment comme sauveur. Hein. Puis ça, c'est la plus grande leçon que j'ai apprise. Donc le dialogue avec les livreurs, déjà, je vous en ai parlé tantôt sur le fait qu'ils utilisent eux-mêmes leurs moyens de livraison, que ce soit correct. Le dialogue avec donc les mentors qui m'a permis de prendre cette posture, là pour le coup plus de CEO, parce que tranquillement mon cofondateur était en train de partir. Donc de m'assumer aussi dans ce poste-là, de recruter une équipe aussi pour le coup de stagiaires que je payais pas ou peu en fait. Et puis donc c'était vraiment, on se mettait tous autour de la cause, il fallait développer un leadership positif et engagé, puis c'était d'autant plus drainant pour moi. Et en fait, la conclusion de tout ça, c'est que le dialogue était vraiment d'autant plus important que je suis allé voir ceux qui garantissaient mon succès. Et puis le succès dans cette compagnie-là, tu le sais, il y a deux choses, il y a le volume et la fréquence, la récurrence des commandes. Si ton client il commande régulièrement et qu'en plus de ça, il commande beaucoup, tu as gagné. Qui fait ça? Les compagnies. On allait les voir, longue histoire courte, très longue histoire courte en fait. C'était un processus de validation. En fait, je crois que la prochaine... non, je vous montrerai comme un travail qu'on a pu faire par la suite. On s'est aperçu en fait que les entreprises, que certaines entreprises, et puis là encore je prends des raccourcis, là je pourrais rentrer plus dans les détails si vous avez des questions, mais qu'il fallait une offre simple. Aujourd'hui, il y avait des Uber Eats qui venaient en plus d'arriver, Foodora, tout ce monde-là, Platters aussi faisait partie de la conversation, puis tout simplement les restaurants en tant que tels. Puis ce qu'il y avait en commun entre tous ces gens-là, c'est qu'ils avaient des menus à rallonge. Puis à la fin, toi, tu travailles de 9 à 5 dans ta compagnie, je sais pas, puis on te dit, il faut que tu commandes un plat sur cette plateforme. Donc c'est comme une sorte de charge mentale de toujours lire tous les menus. Nous, en fait, donc c'est ça, on a pivoté, puis basé sur le feedback des entreprises, on a décidé de créer Triou, donc de pivoter, même de changer de nom, de se rebrander, et d'arriver avec un menu extrêmement simple qui non seulement allait proposer donc 3 plats, entrée, plat, dessert, hein, c'était des trios. Donc 3 formules par restaurant à des compagnies, mais qui en plus de ça serait unique. C'est-à-dire qu'on donnait aux restaurateurs la chance d'un petit peu d'explorer, de diversifier, en fait, de faire des tests eux-mêmes dans leur menu de façon à avoir du feedback. Et nous, ce feedback, on leur donnait aux restaurateurs. Donc finalement, c'était ça la proposition de valeur pour le restaurateur. Puis la proposition de valeur pour le client final, je l'ai dit, c'est la simplicité. Bon, là, pour le coup, la canopée, là, on l'a frôlé, puis les ventes ont commencé à reprendre. On avait quand même notre mission sociale a quand même parlé à certains joueurs à qui, en fait, on a donné ce petit label-là qu'on a commencé à développer, toujours dans cette même réflexion. Si vous avez ce label-là, vous vous engagez à ne pas prendre de fourchettes réutilisables, de napkins jetables, pardon, à ne pas à essayer de minimiser vos déchets. Et si vous le faites, vous signez ce qu'on appelait le label engagé. Et nous, on vous offre la livraison à chaque fois qu'on va vous livrer. C'est une stratégie qui a marché parce qu'elle nous assurait de la rétention client. Et en fait, même à un moment donné, ça nous a un petit peu débordé. Bon, c'est une stratégie qui a fini par marcher. Et je vais essayer de reprendre le fil de ce que j'avais mis ici. Donc, comment en fait est-ce qu'on est arrivé à cette conclusion-là? C'est parce que, puis j'allais dire Rita que j'avais parlé de toi tantôt, en fait on a rencontré donc, une de nos mentors qui avait vraiment ce volet méthodologique et qui nous a mis sur ce que tout le monde connaît autour de la table probablement aussi, un canevas de proposition de valeur. Donc vraiment pour se mettre dans une empathie, dans la peau du client, etc. Et puis pour vraiment développer cette compréhension du client. Pour moi, ça a été game changer jusqu'à aujourd'hui. Je continue à l'appliquer avec les entrepreneurs parce qu'on est passé d'une posture de offre à une posture de vraiment essayer de comprendre la demande et d'appliquer littéralement ce que nous demandait le monde dessus. Donc, je crois que certaines des compagnies que je coach aussi sont sur la ligne. Donc, certains comprendront. Qu'est-ce qui s'est passé après ça? Moi, j'avais un petit problème, parce que là, vous êtes en train de vous dire probablement, ça va, finalement, le pire est derrière, tout est beau, tout est passé, etc. Il y avait, de la fatigue mentale. Mais moi, à ce moment-là, l'affaire, c'est que mon cofondateur, il voulait officiellement s'en aller. Sachant que je n'ai pas parlé de la 4e cofondatrice qui avait dû retourner
en Belgique l'année passée. Puis c'était quelque chose qu'on avait convenu, donc ça s'est fait en tout bien, tout honneur. Mais mon cofondateur, qui était majoritaire dans les parts et canadien, décide en fait de se retirer. Donc quand il se retire, il va se retirer, il veut me vendre ses parts. Moi, de toute façon, je ne peux pas détenir cette entreprise parce que je ne suis pas canadien, je ne suis pas résident permanent à cette époque-là. Donc en fait, les choses vont mieux, mais comme on est comme sur le bord d'appuyer sur la switch et de dire terminé. À moins qu'évidemment que je recrute un autre cofondateur, mais là, bon, on est dans cette game-là et je me dis, bon, essayons, tentons le tout pour le tout. Rendu là, je répète, hein, moi j'avais ce problème de visa, en fait, j'avais pas forcément calculé que le gouvernement canadien, et d'ailleurs je passe peut-être un message au gouvernement canadien, parce que tu peux pas vraiment forcément créer de start-up quand tu arrives ici avec un permis temporaire, parce que c'est pas comptabilisé comme un vrai emploi en fait, donc finalement ça te donne pas l'accès à, bref, j'épargne les détails là, mais ça te donne pas accès à ce qui devient après tes permis de travail permanents, enfin un peu plus permanent. Et donc en fait, je réalise ça et puis je me souviens de m'arracher les cheveux avec une avocate qui, non seulement que je ne payais pas, mais qui me payait, qui m'avait donné, je vais taire son nom parce que je ne vais pas lui faire de la pub si je dis ça, qui m'avait donné, je me rappelle, un billet de $50 le jour où j'étais arrivé complètement en détresse devant elle en lui racontant que bah, finalement ça allait bien, mais ça allait pas bien, puis je devais avoir des cernes jusque-là. Et donc, je décide de tenter le tout pour le tout et de chercher quelqu'un qui allait reprendre mon entreprise. Rendu là, je vais dire qu'est-ce que tu peux faire de plus, quoi. C'est dommage parce qu'il y avait cet espoir, mais bon. Et là, il va se passer quelque chose qui est intéressant. Puis là encore, merci à Rita. Elle me fait rencontrer un chef d'entreprise montréalais que vous connaissez sûrement, enfin sûrement non, mais que vous connaissez sûrement la compagnie, à la carte express. Donc une entreprise qui, au moment où je la rencontre, est à Montréal depuis une vingtaine d'années, qui a été, à l'époque où lui livrait des pizzas et des sushis sur une seule et même plateforme avec un site web, c'était une méga ultra révolution. Évidemment, aujourd'hui, ça ne l'est plus, en tout cas, c'est plus un facteur différenciant. Donc, lui, Michel Lépine, c'est un gestionnaire d'une PME qui vraiment a un style de gestion absolument humain, très orienté justement vers aussi ses clients. Je veux dire, c'est quelqu'un qui limite prendrait son auto pour aller lui-même livrer 20 ans après. Et puis bref, j'ai vraiment accroché avec l'humanité de cette personne-là. Puis dites-moi si je dois m'arrêter, j'en ai plus pour très longtemps. Et en fait, là encore, longue histoire courte, Michel décide de racheter mes actifs, racheter les parts de Julien. Je vais taire les conditions du deal qu'on a faites, mais globalement, j'intègre à la carte express comme co-associé avec lui, donc avec l'idée justement de bâtir une livraison verte, cette fameuse livraison verte que j'avais moi en tête depuis le début, avec lui, et aussi de dupliquer justement ce qu'on avait fait, le pivot. Alors je dis B2C, B2B, c'est pas vrai, au début j'étais même pas B2C, j'étais B2 anything, vraiment, à B2B. Donc dans cette PME québécoise, il faut comprendre que lui, ce qui était intéressant, c'est que nous, autant on avait des petits clients, des petites PME, lui il parlait à des plus gros joueurs, comme il était depuis plus longtemps dans le marché. Puis vous faites le calcul là, si tu as 200 personnes qui commandent tous les midis, tous les jours, ou en tout cas presque, tu arrives facilement à 600, 800 000 de CA juste avec un compte. Donc évidemment, c'est très intéressant. Et puis ce pivot-là, on veut l'embarquer. Donc moi, j'arrive plus sur ce volet-là, je recrute une équipe. Lui se gère plutôt la logistique, les opérations, l'administration, quand moi, je gère plus le développement, etc. À ce jour, donc on développe cette collaboration, on met un nouveau label qui s'appelle 100% Montréal, on oublie le nom parce que là, je m'appelais Triou par Fou du Coin, puis là maintenant c'était à la carte, enfin Triou par à la carte express, je veux dire, on a juste tassé mon nom de côté, on a lancé un label 100% Montréal pour justement mettre en avant mon offre sur le site, et puis là ça fait partie justement des choses qu'on s'était dit, voilà les six critères, donc livraison verte, contenant écologique, réduction des déchets à la source, dynamiser l'économie locale, nourriture saine et de qualité, sélection conçue pour les entreprises. Voilà les 6 piliers sur lesquels on s'était entendu, pour le coup on l'avait mis noir sur blanc. Donc à ce jour, en fait, notre relation reste bonne, je l'ai vu il y a encore une semaine, voilà, on se donne des conseils mutuels. C'est sûr que j'ai dû faire 2 ans à la carte, en fait, à la carte express,
parce que ça me stimulait, c'était un peu rendu de l'intrapreneuriat à ce stade. Puis Michel a vraiment été un super leader dans cette aventure-là. La livraison de la livraison verte et puis tout ce message que je voulais en arrière, finalement, j'avais pas forcément autant de latitude avec une équipe en logistique qui était mettons, qui était un peu plus old school, là, on s'entend. Donc finalement, en plus du boulet de l'entrepreneuriat, j'avais peut-être aussi un peu le boulet des opérations en arrière, mais ça enlève rien à l'humanité de ces personnes-là et puis le respect que j'ai pour eux. Donc finalement, j'ai décidé tranquillement de m'en aller, de reprendre mes affaires et puis de rebondir post-catastrophe, parce que c'est le titre. Je pensais que j'avais une slide après, désolé, j'ai directement embarqué sur les questions. Donc je ne sais pas si je peux revenir en arrière. Non. Donc c'est bon, peut-être que comme ça va marcher. Non. Bon, là je vais faire n'importe quoi. Ok, c'est bon. Donc si vous croyez toujours à cette mission, allez sur ce site, à lce.ca. Et je vous invite vraiment, que ce soit d'ailleurs la sélection 100% Montréal ou pas, il fait pas beaucoup de bruit dans l'écosystème, c'est pas forcément un genre qu'on connaît, c'est pas une start-up cool, mais n'empêche que c'est une vraie mission que cette personne-là se donne. Je pourrais vous parler de tous les apprentissages que j'ai eu avec lui, notamment le fait de mettre le nez dans les chiffres pour n'importe quelle décision, parmi tant d'autres. Donc voilà, je vous invite vraiment, si vous êtes tanné de Uber Eats et de la mission, puis de leur non-mission en fait, et que vous voulez, développer votre économie locale, allez sur ce site-là, même pour ce qui est des événements à organiser. There you go. Donc voilà. Yeah. Merci. Oui. Moi, je veux savoir, est-ce que tu as fait une livraison à vélo toi-même? Ouais, alors ouais, ça je le disais pas au début, puis j'ai tout un tas de vidéos que j'aurais pu vous montrer parce qu'on se filmait. Pour le coup, pour le marketing, on était vraiment bon. L'hiver, on se filmait. Moi, mon sel n'arrêtait pas de couper en hiver, donc je devais aller le charger dans les cafés pour aller voir quelle livraison je devais faire, etc. Mais ouais, je livrais l'hiver. Puis il y a même une... C'est marrant parce qu'il y a, à un moment donné, sur ma TV, je crois, j'ai eu une entrevue. Star et tout, là, sérieux. Puis c'était vraiment le français. Malheureusement, j'ai toujours pas réussi à prendre l'accent. Je suis désolé à mes amis québécois. Donc, le petit français qui arrive finalement sur un plateau télé québécois. Et puis, la personne, l'intervieweuse, me demande, mais alors, comment c'est le vélo d'hiver? Comment est-ce qu'on fait de la livraison en hiver? J'étais comme, mais là, je veux dire, je n'ai pas commencé à faire du vélo l'hiver. T'es tous les Québécois. En fait, 100 000 Montréalais, pardon. Est-ce que je dis n'importe quoi si je dis ça? Ouais, ça fait du sens, 100 000, j'ai plus les stats en tête, mais 100 000 Montréalais font tous les ans du vélo d'hiver, évidemment une proportion différente. Là, quand il fait moins 30, il n'y a que les warriors. Quand il y a de la pluie glaçante, il n'y a personne. Enfin, tu les vois par terre seulement. Mais ouais, oui, la réponse courte à ta question, c'est oui, j'ai fait des livraisons et puis j'ai vécu ça aussi. Ce qui a développé ma complicité aussi avec les livreurs et cette humanité aussi que j'essayais de développer avec eux. Ouais. Il y a une belle histoire d'ailleurs. Bruno qui vivait à Montréal-Est, qui était alcoolique et qui avait vraiment pas une vie facile, vous savez, ce genre de personnes justement qui n'étaient pas forcément dans le système et qui ne se trouvaient pas de job, qui est venu un jour et puis je ne sortais pas les violons, mais en gros je lui ai dit moi je m'en fous de ce que tu as fait. Il me disait je suis désolé, j'ai pas de CV, etc. Je m'en fous complètement, viens juste travailler avec nous autres. Puis c'est devenu notre meilleur livreur, il était incroyable, c'était un gars qui livrait tout le temps, peu importe la météo. Je l'ai recroisé, il faisait du street art, et puis 2 ans plus tard, il était comme merci, et puis vraiment je te paye une bière, je savais qu'il n'avait pas d'argent, j'insistais. Pour moi c'est ça aussi, enfin c'est surtout ça en fait, l'entrepreneuriat, c'est cette aventure humaine et c'est ça que je retiens, que ce soit là encore la personne qui m'a racheté, les livreurs. Même moi, la façon dont je me suis appris, tu parlais de biais cognitifs tantôt, je veux dire, t'en as des biais cognitifs quand tu avances et puis tu te comprends en tant qu'humain. C'est sûr que c'est hyper difficile, mais ça en vaut toujours la peine et d'ailleurs, il y a toujours des apprentissages à avoir. Que ça aurait pu mal se terminer, j'aurais appris pareil. Donc, ouais. Question pour aller retrouver quelqu'un à acheter tes actions. Ouais. C'est quoi le processus et combien de temps est-ce que tu as Oui. J'avais comme un minuteur là, j'avais 3 mois pour le faire. Wow. Donc, on parlait même pas d'une levée de fonds, hein, parce que à ce stade, tu fais pas de levée de fonds. Je t'ai même pas encore rendu au site, je recommençais là. Donc en fait, j'allais voir des personnes comme Michel, justement, Lépine, à la Carte Express, qui
qui avaient des compagnies qui roulaient ça. Puis, on voulait faire juste une sorte de exit par une sorte de un piggyback. On n'était pas sûr au début, enfin parce que à ce stade, j'étais tout seul à réfléchir à ça, mais je voulais peut-être développer un partenariat, tu sais, et puis comme c'est ça, faire du piggyback et puis apporter justement la vibe, la communauté que j'avais réussi à monter. Hein. Je rappelle, on a quand même levé $6 000, ouais, c'est $6 000 en sociofinancement grâce à cette communauté. Donc c'était ce que j'ai apporté. T'as plus grand chose, t'apportes ça, mais comment on l'a trouvé, c'est ça, en tout cas on porte. Hein. Platters, je les ai contactés. Évidemment, on a contacté tous les gros aussi. Pas vraiment qui nous a répondu, mais regarde, ça s'est bien fini finalement. Ouais, pas facile. Pas facile. Ouais. Thibaut, j'aurais une question. Cette semaine, c'est le grand rendez-vous de l'innovation québécoise. J'étais à l'événement aujourd'hui, puis demain, il y a des forums de discussion sur différents sujets. Ouais. Il y a un forum qui porte sur start-up et entrepreneuriat, mais la discussion du forum, on s'intéresse vraiment à l'innovation au Québec, l'avenir de l'innovation. Puis on se demande, les startups, comment elles s'inscrivent dans le cycle de l'innovation. C'est-à-dire, il y a des gens comme toi qui arrivent au Québec, des gens qui disent, j'ai une idée, on pourrait faire de quoi, etc. C'est peut-être fou, c'est peut-être pas tout à fait aligné au début, mais il y a une idée là que tu as eue, puis éventuellement, cette idée a été reprise par Michel à la carte Express. Ouais. Comme tu as fait entrer quand même dans une entreprise établie quelque chose que cet entrepreneur-là aurait peut-être pris plus de temps à rêver. Au-delà des apprentissages là, que tu as partagés personnels, comment tu vois ça, cette dynamique-là des entrepreneurs comme vous trois, là, dans le fond, là, qui expérimentent des choses, qui amènent des nouvelles façons de faire, puis éventuellement, c'est toute l'économie qui peut apprendre de ça, soit par intégration, par achat de technologie, peu importe. Tu sais, Louis Félix, t'es bien placé pour le savoir. On parle d'un écosystème. Donc, tu peux pas être juste une grande entreprise et dire je vais être la grande entreprise et je vais rester dans ma tour d'ivoire parce qu'à un moment donné, ça marche pas. Qu'est-ce qu'on fait, nous autres, les startups? On innove. Pourquoi est-ce qu'on innove? Pourquoi est-ce qu'on arrive mieux à innover? Parce qu'on a plus de latitude. Moi, mon pivot B2B, je l'ai fait parce qu'il fallait le faire. Et il y avait quelque chose sur le marché qui se passait. On parlait tout à l'heure de postes qui, littéralement, en startup sont en croissance, parce que tu regardes toutes les opportunités qu'il y a. Donc, c'est ça, en fait, quand tu es entrepreneur, quand tu as une jeune pousse, c'est ça que tu apportes, c'est de l'innovation. Tu explores des marchés. Il y a toujours une part de risque quand tu es une grande entreprise à aller découvrir ces nouveaux marchés, finalement. Tu es peut-être fou, là, si tu t'appelles Uber Eats, à te dire je vais me lancer dans du vélo, parce que là, il y en a qui vont te dire ouais, mais tu me fais du greenwashing, ou alors, tant qu'à faire, si tu me dis que ça marche bien, mais les tous à vélo, tes livreurs, right? Donc, il y a forcément, il y a toujours ces mastodontes qui vont aller, c'est normal, hein, je veux dire, ça fait partie d'un écosystème, qui vont avancer comme on a le Titanic derrière, là, c'est un paquebot, voilà, tu as des paquebots. Donc, d'ailleurs, l'expérience que j'ai eue après, c'était d'aller travailler dans l'innovation ouverte, justement, on en parlait tantôt, puis de faire collaborer des startups et des grandes entreprises. C'est deux mondes différents. Les startups, les entrepreneurs, déjà, on engage notre propre personne, notre propre santé mentale. On va vite, on pense vite et on est scrappy, excusez l'anglicisme, mais c'est correct parce qu'en fait, c'est comme ça que ça marche, l'entrepreneuriat. Là où les grandes compagnies font de la stratégie, assoient vraiment des risques, en fait, vont aller consulter des grandes compagnies, justement de consultation, etc. Donc à un moment donné, c'est pas de l'huile et de l'eau, hein, une grande compagnie, une start-up. Au contraire, si on reprend l'exemple de l'écosystème, c'est de la pollinisation. Tu vas arriver, puis très concrètement, là, les startups, si c'est en tech, tu as une licence, tu as une propriété intellectuelle, tu as même des entrepreneurs, les valeurs qu'apporte un entrepreneur, la fraîcheur qu'apporte un entrepreneur dans une entreprise quand il commence à collaborer. Je l'ai vu avec Cascade, avec qui j'ai pu collaborer par la suite, avec qui j'ai fait travailler des entrepreneurs. C'était vraiment, tu sentais qu'il y avait une certaine fraîcheur, là, les VP entendaient des affaires qu'ils n'avaient pas l'habitude d'entendre, etc. Enfin, je veux dire, il y a plein de raisons en fait qui poussent à faire collaborer. En fait, il n'y a aucune raison qui pousse à ne pas collaborer. Et dans un monde aujourd'hui comme le nôtre qui change si vite, les vagues d'innovation sont tellement accélérées par rapport à ce qu'elles étaient auparavant qu'en fait, la réponse est presque, t'as même plus trop le choix que d'avoir au moins cette conversation. Je ne parle pas forcément toujours de mariage ou d'achat de licence, etc., mais au moins d'avoir la conversation. Donc, c'est ça. Peut-être que le message que je passerai à tout l'écosystème au sens plus large, c'est de peut-être pas trop voir les entrepreneurs juste comme des fous qui veulent bâtir leurs petites affaires et
Et voilà, mais plutôt comme des personnes qui font partie d'un écosystème, qui sont peut-être un peu plus fous que la moyenne, mais n'empêche que cette folie-là amène aussi des grandes innovations dans la société, amène des changements. Pour parler des changements, par exemple, climatiques et de l'action là-dessus, on voit que c'est les entrepreneurs qui prennent action là-dessus et qu'ensuite les compagnies suivent quand elles voient qu'il y a une demande, il y a une réponse à cette offre que les startups amènent et prennent le risque d'amener. Donc, je sais que c'est une réponse plus ou moins non, c'est... complète, mais... Non, j'adore. Les entrepreneurs startups, vous mettez la lumière sur des choses que les grands joueurs ne peuvent pas voir. Parce qu'ils n'ont juste pas la capacité de... Comme tu dis, c'est des gros paquebots, là, le temps qui tourne, là, sont déjà passés 3 fois à côté de l'opportunité. C'est ça. Vous, ce que vous faites, c'est vous jetez le spotlight, vous dites, il y a une opportunité là. Il y a des chances que vous plantiez, mais au moins vous montrez qu'il y a quelque chose à faire là. Ouais. Puis c'est rare, c'est souvent basé, je pense que dans vos 3 témoignages, c'est basé sur une véritable intention de faire un changement. Pas de réaliser une stratégie puis d'augmenter le bottom line à la fin du trimestre. C'est de donner une tribune aux artistes, de changer la façon dont on mange localement, on s'approvisionne, de permettre aux chefs de s'exprimer. Vous avez dans vos témoignages, vraiment, vous êtes motivé par une vraie mission qui vous amène parfois peut-être à vous entêter trop longtemps sur des choses pas rentables, mais quand même, ça jette la lumière sur des failles dans notre société. Ou des opportunités. Ouais, exact. C'est ça. Ouais. Merci pour votre... Merci à tout le monde. Veux-tu faire un petit... On avait une dernière question pour Bolico. Je pense qu'elle est intéressante. Mais si tu veux retourner en avant, Bolico, pour t'entendre. Mais Rita, justement, elle demandait, juste après ta présentation, elle demandait si, in hindsight, si vous aviez changé de CEO plus tôt, est-ce que tu penses que ça aurait marché, votre projet à vous? Ouais, c'est assez compliqué. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Assez tôt, on savait qu'on devait changer de CEO. Et les devs voulaient que moi je le fasse. Moi, je n'étais pas trop confortable. J'étais encore comme, j'avais peur, comme je faisais déjà beaucoup, mais je n'avais pas confiance en moi-même à ce moment-là. Alors, on s'est mis d'accord que notre autre cofondatrice, qui était la chef, devienne le CEO. Mais le problème avec ça aussi, c'était que le fait qu'elle était plutôt concentrée sur les opérations, mais pas le reste. Alors, je pense que si j'étais capable de prendre la relève un peu plus tôt, peut-être on aurait dû survécu, mais même si je pouvais retourner en arrière, je ne pense pas que je le ferais, je n'étais pas prêt. Mais je n'avais pas encore confiance en moi, je ne pensais pas que je pourrais le faire, et puis c'est juste la réponse honnête. C'est pas pour tout le monde être CEO, comme c'est pas quelque chose que je souhaiterais à quelqu'un, c'est beaucoup de pression. Me mettre comme fondateur solo comme pendant une année, au milieu d'une pandémie, c'était quelque chose. Alors, je pense que si on avait fait un changement, je pense qu'on aurait pu survécu, mais c'était pas moi. Comme je voulais le faire, qu'on voulait que je le fasse, mais je n'étais pas prêt. Peut-être une autre fois. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous les 3. C'était vraiment une leçon riche, des super expériences. Donc merci à vous 3. C'est vraiment courageux de votre part de venir partager ce type d'expérience, parce que en général, un entrepreneur, on est sur un piédestal. On dit toujours qu'il réussit tout le temps, du premier coup. Et c'est pas vrai. La preuve. Et c'est pas parce qu'on échoue qu'on peut pas rebondir. Donc très belle leçon. Merci à vous 3. Merci Louis-Félix pour cet événement, de nous avoir fait confiance pour vous accueillir. Et puis écoutez, on se voit le mois prochain, je suppose. Non. L'année prochaine. L'année prochaine. Ok, ça marche. Merci à ton équipier de faire ça et de donner la tribune à des startups. Vraiment, c'est super. Puis des beaux commentaires en ligne. Fait que merci pour ceux qui ont suivi sur Facebook, puis les conférenciers, allez voir les beaux commentaires que vous avez reçus. Ouais, vous avez des gens qui cheeraient pour vous. Ah ouais. Vous avez des fans. Top. Ciao! Merci beaucoup. Ciao!